Bonsoir à tous et bienvenue. La mairie de Yopougon et des riverains à couteau tiré sur une parcelle de 2080 m², assommés de quitter les lieux par le service municipal. Des riverains plient bagages quand d'autres crient à l'expropriation. Comment entreprendre un projet avicole et faire en sorte qu'il soit prospère? Les acteurs nous livrent leurs secrets. C'est le dossier du jour et c'est à voir dans ce journal. Et puis les dossiers de candidature pour l'élection d'octobre 2020 ont été déposés au Conseil constitutionnel. Ce dernier a la lourde tâche de décider qui sera éligible ou non au prochain scrutin présidentiel. Les 44 dossiers de candidature enregistrés pour la présidentielle d'octobre 2020 ont été transmis ce jeudi au Conseil constitutionnel. L'information a été donnée par la commission électorale indépendante qui annonce par ailleurs l'installation de ces commissions locales. Salif Yalekwe. 44 dossiers de candidature ont été enregistrés du 16 juillet au 31 août 2020 à la commission électorale indépendante CEI, qui a transmis ce jeudi, selon un communiqué, les 10 dossiers au Conseil constitutionnel. Au terme de la période ouverte pour la réception des dossiers de candidature et en exécution de l'article 52 du Code électoral, la Commission électorale indépendante a transmis ce jeudi 3 septembre 2020 les 44 dossiers de candidature réceptionnés au Conseil constitutionnel, juge de l'éligibilité des candidats à l'élection du président de la République. L'on note que 22 candidats ont été investis par un parti ou groupement politique et les 22 autres sous la bannière indépendante. 3 candidatures féminines ont été enregistrées contre 41 candidats de sexe masculin. Par ailleurs, la CEI annonce le renouvellement des commissions locales à partir du 15 septembre prochain. À cet effet, la Commission électorale indépendante invite par conséquent les partis ou groupements politiques et le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation à proposer ou à confirmer auprès de son secrétariat permanent la liste de leurs représentants dans les commissions électorales, locales et à l'étranger, au plus tard le 10 septembre 2020, délai de rigueur. La liste électorale définitive sera disponible dans la deuxième quinzaine de septembre. La Côte d'Ivoire va organiser la prochaine présidentielle le 31 octobre prochain. Les regards sont désormais tournés vers le Conseil constitutionnel pour le verdict final. L'association Les Amis d'Ado a organisé une conférence sur le thème civisme, gage de réussite pour la jeunesse. Elle avait pour objectif d'encourager les jeunes à œuvrer à la cohésion sociale et à la préservation de la paix. Yéli Traoré, Mathurin Badé. Le civisme, gage de réussite pour la jeunesse. Tel était le thème choisi par l'association Les Amis d'Ado pour sensibiliser la jeunesse. Le président de l'association évoque le choix de ces thématiques motivées par le contexte électoral. Le problème d'incivisme généralisé constitue une menace de plus en plus sérieuse pour le développement de notre société. Il exige de nous des actions immédiates et concertées. Les représentants du parrain de la cérémonie et celui du ministre François Amichia, coordonnateur régional RHDP de Treichville-Marcory, se réjouissent de l'organisation de cette conférence qui arrive à point nommé. Partout où on parlera de paix, partout où on parlera de jeunesse, il faut que nous, les communicateurs, nous, les journalistes, nous soyons là-bas pour porter loin ces messages-là. Et puis battre ou bien forcer de rétablir la vérité sur les réseaux sociaux. Au vu des derniers événements qu'a vécu notre pays, il y a eu des morts, il y a eu des innocents, mais il y a eu aussi des enfants qui ont été emmenés dans les rues. Et aujourd'hui, je pense qu'on a manqué de civisme au niveau des hommes politiques et on a manqué aussi de civisme au niveau des jeunes. Les organisateurs de cette conférence publique espèrent dans les prochains jours aborder d'autres thématiques visant à interpeller la classe politique sur la préservation de la paix en cette période électorale.
Quel journalisme pour une Côte d'Ivoire rassemblée, c'est le thème de l'édition 2020 du concours Ebony qui célèbre chaque année les meilleures plumes et voix ivoiriennes. Les journalistes qui souhaitent donc participer à ce concours ont jusqu'au 5 novembre pour déposer leur dossier. Plusieurs innovations sont par ailleurs annoncées pour cette nouvelle édition. Timé Danger, Harouna Zeba. Tous les journalistes prétendant au prix d'excellence Ebony ont jusqu'au 5 novembre prochain pour boucler leur production. L'annonce a été faite ce jeudi par le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. En conférence de presse, Jean-Claude Koulibaly a dévoilé par ailleurs les innovations de cette édition du concours, récompensant les meilleures plumes et voix du pays de l'année. Ce sera aussi le prix presse numérique qui n'existait pas, et qu'on va aussi, en tout cas que cette année, mettre en place et qui va récompenser les meilleurs journalistes des rédactions en ligne. Et puis il y aura également, comme je l'ai dit, d'autres prix sectoriels tels que le prix contre la lutte contre le reboisement. Et là, le prix également de la cohésion sociale et la solidarité. Et là, le prix récompensant les meilleures entreprises de presse qui portera le nom de l'ancien Premier ministre Amadou Koulibaly décédé il y a peu et qui permettra en même temps de lui rendre hommage puisqu'il a été 2 fois le parrain des Ebony. Pour sa part, la directrice du comité d'organisation a décliné les grandes étapes de l'édition 2020 qui portent non plus sur une nuit dite de la communication, mais sur 3 journées meublées de différentes activités dans la capitale politique du pays, Yamoussoukro. Il s'agit notamment de visites de stands des partenaires, des animations au village Ebony, des expositions ventes de livres de journalistes écrivains, une sortie découverte au village des tisserands de Pagne-Baoulé de Beaumizambo et enfin d'un cross populaire, une contribution des journalistes à la cohésion nationale. On est dans une dynamique de cohésion, donc on va également pratiquer cela avec les populations de Yamoussoukro. Il y aura aussi les autorités de Yamoussoukro. Ensemble, on va courir pour donner le ton, justement ce message politique pour dire que nous participons aussi à la cohésion. On n'est pas là toujours, ne nous voyez pas comme des personnes qui se mettent à part pour travailler contre la Côte d'Ivoire, mais nous travaillons pour la Côte d'Ivoire et nous participons à la paix dans notre pays. Notons que pour cette édition, le Super Ebony, à savoir le meilleur journaliste de l'année, va être désigné parmi les 4 meilleurs journalistes des prix spécifiques, à savoir les lauréats des Ebony presse écrite, radio, télévision et presse numérique. Je vous le disais en titre, le contentieux sur la parcelle de plus de 2000 m² contiguë au palais de justice de Yopougon refait surface. Sommés par la mairie de quitter les lieux, des riverains plient bagages ce jeudi, quand d'autres en revanche résistent et crient à l'expropriation. Reportage de Timé Danger et Harouna Zeba. Situation encore tendue à Yopougon Palais. Les occupants de cette parcelle de 2080 m² contiguë au tribunal de première instance de la commune du nord-ouest d'Abidjan et la mairie restent toujours à couteau tiré, sommés par l'administration décentralisée de libérer l'emprise d'un projet économique. Des concernés n'ont pas attendu l'arrivée de la logistique de déguerpissement. Ils ont eux-mêmes démoli leur commerce. Parmi eux, la propriétaire d'un salon de coiffure réduit en gravats. Nous, ça fait maintenant pratiquement 5 ans que nous on était sur le terrain, croyant que le terrain appartenait à une dame du nom de la dame Esso. Mais il s'avère que, en fait, en réalité, le terrain est une réserve administrative. Pour ne pas perdre ce que j'ai mis moi-même de l'argent, que je peux sauver, c'est la raison pour laquelle je me suis mise déjà à démolir, bien avant que la mairie elle-même n'arrive pour pouvoir vraiment broyer ce que je ne pourrais pas récupérer. En face, ce jeune chômeur a lui aussi plié bagage. La mort dans l'âme. Nous ne voulons pas faire épreuve de force avec l'État. Non. Voilà ce que nous demandons. Les mises en demeure, 1 semaine, 2 semaines, ça ne nous arrange pas. Qu'ils fassent au moins 2 mois. S'ils ont pu nous laisser pendant des années comme c'était pour l'État, nous ne savons pas, on était dans l'ignorance. S'ils nous ont laissés, ce n'est pas maintenant, ils vont nous dire, tenez 1 semaine, prenez 1 semaine, mais faites 2 semaines, 1 semaine. Tous ne sont cependant pas prêts à lâcher prise. Au front de la résistance, ces occupants des lieux qui avaient traduit en justice un géomètre qui s'était réclamé propriétaire de la parcelle querellée. Ragaillardi par la grosse de la Cour suprême qui cassait l'arrêté de concession définitive
Accordés à leur adversaire sur un terrain pourtant réserve de l'État, ils estiment que la mairie manœuvre pour s'attribuer un terrain qui ne lui appartient pas. Les terrains de l'État ne sont pas directement pour la mairie. Mais voilà qu'un coup, la mairie vient et dit, bon, allez-y. Alors nous constatons qu'il y a une complicité entre la mairie, les cadres de la mairie, et Kwame Alali. Nous avons gagné le procès. Pourquoi l'État, il faut que l'État vienne nous dire, bon, on m'avait dit, bon, allez, comme ça. Mais la mairie ne peut pas venir comme ça. Et c'est pour cela que nous sommes encore là. Ils disent, ils vont venir casser. Bon, on est là, on vient casser. Eux-mêmes divisés, les habitants parlent certes le même langage en récusant une propriété de la mairie. Mais ils ne font pas front commun avec cette veuve qui les a pourtant installés sur les lieux. C'est ceux qui sont déçus, qui disent que puisqu'ils étaient déçus, qu'ils ne payent pas, que je n'agis pas, et ils disent que je n'ai pas le document, donc ils sont allés dire à la mairie que c'est une réserve administrative. C'est là d'où vient le problème. Moi, j'ai mes documents. Brandissant des documents, elle crie également à l'expropriation. Et c'est la mairie même qui allait déposer mon dossier au temps d'attribution. Après, ils m'ont appelé que ce n'est plus l'attribution, que c'est ACD. Et je suis allée, ils m'ont donné les documents et j'ai déposé. Et quand j'ai déposé, on m'a donné une régularisation d'ACD. Le document est là. Faux, rétorque-t-on du côté de la mairie. Elle ne peut avoir aucun titre dessus parce que c'est un domaine public. Nous voulons récupérer un bien qui nous appartient. Pour non seulement mettre le terrain en valeur, mais pour le remettre à la disposition des populations. Après plusieurs mises en demeure, la mairie lance le déguerpissement au plus tard mardi prochain. Avant, le directeur des projets interpelle. On ne souhaite pas bousculer les populations. Ce sont nos parents, nous. S'ils ont encore du matériel à sauver, qu'ils sauvent le matériel. Mais quand vous obligez les gens à venir gâter cela, vous perdez 2 fois. Cet appel est loin d'être entendu par tous. Si certains ont libéré les lieux, d'autres sur le pied de guerre campent toujours sur leur position, faisant redouter des heures chaudes dans ce quartier avec une centaine de commerces et une dizaine d'habitations. De plus en plus d'entrepreneurs ivoiriens s'intéressent à l'aviculture et pour cause, c'est une activité très rentable en Côte d'Ivoire. Mais que faut-il savoir pour se lancer dans ce type de projet? Quelles sont les conditions afin d'obtenir de la bonne volaille en bonne santé? C'est le dossier du jour et il est proposé par Nadja Eja, Eric Kimou ainsi que Fulgence Kissiedou. Nous sommes à Port-Boué, dans le quartier Beno-Gosso. Sur ce terrain sont construits des bâtiments pour l'élevage avicole. Le propriétaire Balaba Koné s'est investi dans l'activité dans les années 70, alors qu'il était encore fonctionnaire. C'est en 2000, après avoir pris la retraite, que je me suis réinvesti dedans. C'est passionnant l'élevage. J'oublie moi-même mes propres problèmes, puis je m'occupe des poulets. Sur sa ferme, Balaba élève une diversité de volailles. Des poules pondeuses, de coquelets, des pintades africaines, mais aussi des hybrides, fruits d'un métissage entre poulet africain et poulet de chair. Je diversifie, ça dépend de la clientèle. J'ai des clients pour les hybrides. Il y en a qui m'en ont demandé, donc je me suis lancé dans la production d'hybrides. S'il vit pleinement de sa passion aujourd'hui, il provient de la délicatesse de la production avicole. Pour conduire l'élevage de ces différents sujets, il est assisté de 2 volaillers. Judicael Quadio, l'un d'entre eux, comptabilise 8 ans d'expérience. Pour connaître le comportement du poulet, il faut d'abord se réveiller très tôt pour regarder leur réaction, leur façon de bouger dans le bâtiment. Puis commencer à faire des sélections s'il y a des malades ou bien il y a d'autres qui commencent à atteindre les maladies. Outre la passion et l'observation des sujets, l'élevage de poulets répond à des normes techniques. Pour les dimensions du bâtiment par exemple, il faut 10 poulets de chair au mètre carré et 5 sur la même superficie pour les pondeuses. En outre, un vide sanitaire après chaque bande de volailles et un nettoyage régulier des abreuvoirs et mangeoires. En un mot, des mesures d'hygiène strictes. Nous nous rendons dans une autre ferme à Azagué, cette fois de poulets de chair. Avant tout accès, une désinfection s'impose. Il faut tremper les pieds dans un désinfectant avant de rentrer dans le bâtiment pour éviter les maladies. Outre les questions de biosécurité, l'alimentation est primordiale dans l'élevage avicole. En moyenne, sur toute la production, un sujet type poulet de chair consomme un peu plus de 3 kg d'aliments. On donne l'aliment des marais qui sont des petits grains.
tout petits, grains petits manger, ou bien il y a des prédémarrages granulés qui mangent. Maintenant, il y a 1 semaine, 2 semaines, 3e semaine, on rentre dans la croissance. Donc les grains de l'aliment aussi changent. Ces aliments sont commercialisés par des industries de la place. Mais pour en maîtriser la composition, de plus en plus d'acteurs les fabriquent eux-mêmes. Une méthode rentable et plus nutritive. Depuis qu'il a commencé l'autofabrication d'aliments pour ces sujets, Balaba économise en moyenne 5 000 francs sur chaque sac de 50 kilos. J'ai décidé moi-même de fabriquer mon aliment parce que là, je vois qu'est-ce qui rentre dedans. J'ai les intrants, j'ai tous les produits en face de moi. Et puis le coût revient moins cher aussi. C'est après toutes ces étapes et au bout de 35 à 45 jours que le poulet type chair peut être commercialisé. Une fois qu'on arrive, on sait que ça arrivé. Nous, on dit que ça arrivé, on discute et puis on prend. Ça dépend. Les grosseurs, 1800. Bon, plus gros que ça, à 2000. Il n'y a pas un prix fixe. La question de la commercialisation préoccupe la plupart des aviculteurs au sein de l'interprofession. Les sujets sont vendus à l'œil nu. Celui qui vient et les prix sont toujours les mêmes. Ce qui fait que lorsque il y a je veux dire qu'il y a beaucoup plus de poulets, le marché est saturé. Et vous vous retrouvez avec vos poulets. Au-delà de 35 jours, vous allez même jusqu'à 2 mois. Et c'est une perte. La production avicole locale a connu une embellie au cours de ces dernières années et a augmenté de plus de 100% entre 2012 et 2018. En 2018, la production estimée à 56 312 tonnes de volailles correspondait à une offre de 2,28 kg par habitant. Un taux encore en deçà de la moyenne africaine de 4 kg par habitant. Il faut amener à travers une politique de promotion de la volaille produite pour faire consommer la volaille aux Ivoiriens, surtout que c'est de la viande blanche, la volaille et les œufs. Pour se lancer dans le business de l'élevage de volailles, plusieurs pistes sont proposées par les acteurs en fonction de la quantité. Dans tous les cas, se référer aux associations de producteurs au sein de l'interprofession, notamment l'Association nationale des aviculteurs, l'Union des aviculteurs. À l'étranger, alors que les écoles secondaires au Sénégal s'apprêtent à tenir les examens du brevet et du baccalauréat reportés en raison de la maladie à coronavirus, un professeur se mobilise pour réparer toilettes et salles de classe délabrées. Une aide accueillie avec soulagement par les populations alors que la saison des pluies a rendu plusieurs classes inutilisables. Yili Traoré. Mamadou Diakité est un instituteur sénégalais de 33 ans. Il a entamé une course contre la montre pour remettre en état les classes d'un lycée de Dakar en piteux état, en faisant appel aux réseaux sociaux pour financer les travaux. Après l'apparition du nouveau coronavirus dans le pays, celui que tout le monde surnomme Junior, et qui officie habituellement dans une école primaire de Kaolack, au centre du pays, s'est lancé en juin dans la construction de toilettes dans des écoles qui en sont souvent dépourvues. Fin août, son association Simple Action Citoyenne, SAC, reçoit un appel pour une intervention d'urgence un peu différente au lycée Ousmane Sambène, un établissement de 2000 élèves installé dans un bâtiment ancien de Yoff, un quartier populaire du nord de la capitale, proche de l'océan. On est ici au lycée de Yoff, dans le cadre d'une activité citoyenne, c'est-à-dire on a eu une demande urgente, c'est-à-dire cette école doit accueillir des élèves le 14 septembre pour les examens du BFM. Et l'état des classes est comme ça. Donc, nous sommes venus donner un coup de main. Il y en a énormément, il y a beaucoup d'écoles qui sont comme ça. Et la direction de la construction scolaire ne peut pas malheureusement tout faire. Parce qu'il y a des procédures qui sont des fois trop longues. Nous sommes là pour donner un coup de main. Nous donnons un coup de main, pas à quelqu'un, mais nous donnons un coup de main à ce pays. Le jeune instituteur profite de sa nouvelle notoriété, son compte Twitter Nunch étant suivi par 15 000 personnes, pour lancer une collecte afin de financer la rénovation de 6 classes de lycée aux toits éventrés, aux fenêtres et tables rouillées. Et avec l'argent, on dépense pour acheter des matériels, ensuite publier sur les réseaux sociaux les factures, tout ce qui a été fait avec l'argent, montrer les photos avant la réfection et après la réfection. Donc les gens, ils ont confiance parce qu'ils voient que leur don sert à quelque chose et ces dons ne sont pas utilisés à d'autres fins. L'initiative et l'intervention de Mamadou Diakité constituent une aubaine pour le proviseur du lycée Ousmane Sambène. Ça fait renaître beaucoup d'espoir, n'est-ce pas,
Parce que nous sommes à 2 semaines des examens et nous avons besoin des classes. Donc sur 33 classes, il n'y a que 12 qui fonctionnent. L'instituteur joue la transparence en publiant sur les réseaux sociaux des photos des classes avant et après et en rendant compte au jour le jour des recettes et des dépenses. Il est déjà intervenu dans 6 écoles et a reçu une quarantaine de demandes similaires à celles du lycée de Yoff. Toujours au Sénégal, le président Macky Sall appelle à un prolongement du moratoire du G20 sur la dette des pays africains. Ce moratoire avait été annoncé en avril dernier afin d'aider les pays pauvres face à la pandémie de la Covid-19. Yéli Traoré. À titre d'exemple, Macky Sall a rappelé que le taux de croissance de son pays, projeté initialement à 6,8%, atteindrait au mieux 1,1% en 2020, plaidant pour une aide qui permette à l'Afrique de disposer d'espaces budgétaires entièrement consacrés à la riposte sanitaire, à la résilience économique et sociale et surtout à la sauvegarde de l'emploi. Il reste que pour l'essentiel et pour l'ensemble des pays africains, les efforts internes ne suffiront pas pour amoindrir le choc de la crise de la Covid et relancer la croissance économique. Il nous faut plus de capacités financières. C'est pourquoi, avec d'autres collègues chefs d'État, j'ai lancé un plaidoyer pour un allègement conséquent de la dette publique africaine et un réaménagement de la dette privée selon des modalités à convenir. En mars, le président Sall avait déjà lancé un appel à l'annulation de la dette publique et au rééchelonnement de la dette privée de l'Afrique, en raison notamment du coût économique de la pandémie de Covid-19. Que la sacro-sainte règle de discipline budgétaire, selon laquelle le déficit annuel ne doit pas excéder 3% du PIB, est aujourd'hui écartée pour faire face à la crise partout dans le monde. Le président Macky Sall, qui a effectué une visite de 2 jours en France, s'est entretenu mercredi avec le président Emmanuel Macron. Il a relevé l'abondance des plans de sauvetage financier déclenchés au sein de l'Union européenne et incité son interlocuteur à appuyer les initiatives africaines en faveur d'un moratoire sur la dette. Et si vous découvrez par hasard dans votre maison 2 lingots d'or d'une valeur de plus de 100 000 €, quelle serait votre réaction ? En France, pendant le confinement, 2 enfants ont découvert ce beau trésor. Le récit de Yéli Traoré. Âgés de 10 et 12 ans, 2 enfants ont découvert pendant le confinement un véritable trésor dans leur maison familiale. Alors qu'ils s'amusaient à construire des cabanes à l'aide de vieux draps entassés dans une armoire, ils font tomber 2 lourds objets mordorés avant de les mettre de côté et de poursuivre leur jeu. Voilà. C'est les surprises et les belles histoires du confinement par 2 enfants qui n'auraient rien dit à leur père, ce serait resté dans l'armoire jusqu'à ce que d'autres veuillent faire une cabane. Pour le commissaire-priseur, ce phénomène s'explique. Que les Français ont une certaine attirance pour l'or. Nous savons très bien comme commissaire-priseur que dans pratiquement tous les intérieurs en France, quel que soit le niveau, il y a toujours un Napoléon, comme on dit. Il y a un Louis. Il y a 1, 2, 3 pièces d'or. Les parents, un couple de quadragénaires parisiens en confinement dans leur maison familiale, connaissant ces objets qu'ils pensaient être des porte-manteaux appartenant à leur grand-mère, sans en connaître la valeur. On a décidé d'attendre un peu. Puis d'ici là, quand on s'est rencontrés la première fois, le lingot était à 49 000 €. Maintenant, il a 51 000 €. Ça va continuer de monter. Achetés en 1967 par la grand-mère décédée depuis, les 2 objets seront mis en vente lors d'une enchère à l'hôtel des ventes de Vendôme. Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure. Excellente soirée à tous.